Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel, et voici l'histoire la plus terrifiante et douloureuse de ma vie. Je veux la partager avec vous, non seulement pour me libérer de ce poids, mais aussi pour alerter d'autres parents. Mon fils Mathias a disparu un jour, et la vérité derrière sa disparition est quelque chose que je n'oublierai jamais. En 2003, j'ai décidé de déménager dans un petit village de la province de San Juan, en Argentine. Ma femme était décédée 2 ans auparavant et j'avais besoin de changer d'air, de trouver un endroit plus tranquille pour recommencer et où Mathias, qui avait alors 14 ans, pourrait grandir dans un environnement sûr. North Hill, avec à peine 5000 habitants, semblait être l'endroit idéal. C'était un village pittoresque, entouré de nature, avec des gens sympathiques et hospitaliers. Cela me semblait parfait pour guérir nos blessures et commencer une nouvelle vie. J'ai trouvé un travail comme technicien de maintenance dans l'usine locale. Ce n'était pas l'emploi de mes rêves, mais il payait les factures et me permettait de passer du temps avec mon fils. Mathias, pour sa part, s'est rapidement adapté à sa nouvelle école et s'est fait quelques amis. C'était un bon garçon, très indépendant et mature pour son âge. Nous nous avions l'un l'autre et c'était ce qui importait le plus. La première année à North Hill a été assez tranquille. Nous nous sommes installés dans une jolie maison à la périphérie du village, une maison ancienne mais accueillante. Mathias et moi, nous sommes habitués à la routine du village. Moi travaillant à l'usine, lui assistant à l'école et passant les après-midi à jouer au football avec ses nouveaux amis. Nous nous étions bien intégrés à la communauté et nous sentions que nous avions enfin trouvé un endroit que nous pouvions appeler chez nous. Mais tout a changé le jour où Mathias a disparu. C'était un samedi matin et je devais travailler quelques heures supplémentaires à l'usine. Mathias est resté seul à la maison, ce qu'il avait déjà fait plusieurs fois sans problème. Je lui ai laissé le petit déjeuner préparé et je me suis assuré qu'il avait tout ce dont il avait besoin. Avant de partir, je lui ai donné un baiser sur le front et je lui ai rappelé de ne pas ouvrir la porte à quiconque qu'il ne connaissait pas. Il a acquiescé avec un sourire et je suis parti, sans savoir que ce serait la dernière fois que je le verrais. Quand je suis rentré chez moi vers midi, j'ai remarqué que la porte était entrebâillée. Mon cœur s'est accéléré instantanément. Je suis entré rapidement et j'ai appelé Mathias, mais il n'y a eu aucune réponse. J'ai fouillé chaque pièce de la maison, mais il n'y avait aucune trace de lui. Son téléphone était sur son bureau, mais il n'était nulle part. J'ai commencé à paniquer et j'ai appelé ses amis, mais aucun d'eux ne l'avait vu ce jour-là. Le cœur serré, j'ai appelé la police. Le commissariat du village était petit, avec seulement quelques officiers, mais ils sont arrivés rapidement et ont commencé à chercher Mathias. Ils ont posé des questions, fouillé la maison et parlé aux voisins. Ils m'ont assuré qu'ils feraient tout leur possible pour retrouver mon fils. Les jours suivants ont été un cauchemar. La recherche de Mathias s'est intensifiée, avec des volontaires du village se joignant pour aider. Ils ont fouillé les bois environnants, les bâtiments abandonnés et tout autre endroit où il pourrait être. Mais ils n'ont rien trouvé. C'était comme si mon fils avait disparu de la surface de la terre. Pendant que la police et les volontaires cherchaient sans relâche, je ne pouvais ni manger ni dormir. Ma vie est devenue une succession interminable de jours sombres et de nuits encore plus sombres. Mon seul espoir était que Mathias soit vivant et que nous le retrouverions bientôt. Une semaine après sa disparition, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Les questions de la police semblaient plus inquisitrices qu'empathiques, et certains des officiers évitaient de me regarder dans les yeux. Mais j'étais tellement consumé par la douleur et le désespoir que je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention à ce moment-là. Cependant, quelque chose en moi me disait qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. J'ai décidé de commencer à enquêter par moi-même. J'ai parlé aux amis de Mathias, à ses enseignants, à quiconque aurait pu voir ou savoir quelque chose. Ce que j'ai découvert était troublant. Certains des garçons de l'école de Mathias ont mentionné avoir vu une voiture noire rôder près de notre maison à plusieurs reprises avant sa disparition. Une voiture que personne ne reconnaissait comme appartenant à quelqu'un du village. J'ai porté cette information à la police, mais ils ne semblaient pas y accorder beaucoup d'importance. Ils m'ont dit qu'ils continueraient à enquêter, mais leur réponse semblait vide et sans engagement. J'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait vraiment pas, mais je ne savais pas quoi faire. C'est alors que j'ai rencontré Martha, une femme du village dont le fils avait disparu de manière similaire l'année précédente. Martha m'a raconté qu'elle avait essayé d'enquêter par elle-même, mais que la police avait été peu coopérative et parfois même hostile. Ensemble,
Nous avons commencé à rassembler les pièces du puzzle et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un schéma. Toutes les personnes disparues étaient des adolescents. Tous avaient disparu sans laisser de traces et dans tous les CA, la police semblait peu intéressée à résoudre les affaires. Martha et moi avons décidé de porter nos informations à la police du comté. Nous leur avons raconté nos soupçons et leur avons montré les preuves que nous avions rassemblées. Au début, ils étaient sceptiques, mais quand ils ont commencé à enquêter plus en profondeur, ils ont découvert quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé. Le commissariat de North Hill était impliqué dans la vente d'organes et le trafic de personnes. Les officiers locaux, ceux en qui nous avions confiance pour nous protéger, étaient les mêmes qui enlevaient nos enfants. Ils utilisaient leur position pour dissimuler leurs crimes, éliminant toute preuve et s'assurant que personne ne les découvre. Quand cette information a été révélée, tout le village a été choqué. La police du comté et les autorités fédérales sont intervenues rapidement, arrêtant les officiers corrompus et démantelant l'opération. Ils ont trouvé le bunker où ils maintenaient les victimes, et, bien que certaines n'aient pas survécu, mon fils Mathias était parmi les survivants. Il était blessé et traumatisé, mais vivant. La nouvelle de la vérité derrière les disparitions s'est rapidement répandue. Les médias ont couvert l'histoire, et North Hill est devenu le centre de l'attention. La communauté s'est ralliée pour soutenir les familles touchées et pour essayer de guérir les profondes blessures que ces événements avaient laissées. Mathias et moi avons quitté North Hill peu après que la vérité ait été révélée. Nous avions besoin d'un nouveau départ loin des souvenirs douloureux. Nous avons déménagé dans une plus grande ville où Mathias a pu recevoir l'aide et le soutien dont il avait besoin pour se remettre. La vie n'est jamais redevenue la même, mais peu à peu, nous avons trouvé une nouvelle normalité. Aujourd'hui, des années plus tard, je continue à avoir des cauchemars sur ces jours sombres. Mais j'ai aussi de l'espoir. L'espoir qu'en partageant notre histoire, je puisse aider à prévenir que quelque chose de similaire n'arrive à une autre famille. Nous devons toujours rester vigilants et ne jamais avoir peur de remettre en question ceux à qui nous confions notre sécurité. Parce que parfois, le véritable monstre n'est pas celui qui rôde dans l'obscurité, mais celui qui porte un uniforme et un insigne. J'espère que notre histoire servira de rappel de l'importance de la vigilance et de la communauté. Je ne peux pas changer ce qui nous est arrivé, mais je peux m'assurer que d'autres soient mieux préparés à affronter le mal quand il se présente. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Darren Lockwood et je suis policier à Larkspur, un petit village en Oregon. Oui, je sais que cela sonne pittoresque et tout ça, mais être policier ici, ce n'est pas que du café et des donuts. Je vis seul, divorcé depuis 3 ans, juste moi et mon vieux chien de chasse Gus. C'est un type paresseux, mais il me tient compagnie. L'histoire que je vais raconter n'est pas le genre d'histoire que l'on entend tous les jours, mais elle m'est arrivée et elle est aussi réelle que possible. Tout a commencé lors d'un service de nuit. Je patrouillais les abords du village près d'un entrepôt abandonné. C'était autrefois une usine de papier, mais elle est fermée depuis des années. Quelques jeunes s'y introduisaient de temps en temps pour se montrer courageux, mais cette fois, c'était différent. J'ai reçu un appel de la centrale, une voix frénétique à l'autre bout, une femme disant qu'elle avait vu quelqu'un traîner un corps vers l'entrepôt. Au début, j'ai pensé que ça pourrait être une blague. Ce ne serait pas la première fois, mais quelque chose dans la façon dont elle parlait m'a touché. Sa voix tremblait et elle répétait qu'il fallait que je me dépêche. Je suis arrivé à l'entrepôt, tout était calme, trop calme, ce genre de tranquillité qui fait frissonner. Je suis sorti de la voiture, une lampe torche dans une main et l'autre reposant sur mon arme dans son étui. Je n'étais pas armé avec quelque chose de plus lourd parce que, c'est Larkspur, on ne voit pas beaucoup d'action ici, mais cette nuit-là, j'aurais souhaité en avoir plus. La porte de l'entrepôt était entr'ouverte, je l'ai poussée et suis entré. Le faisceau de ma lampe coupait la poussière révélant de vieilles machines, des toiles d'araignée et du métal rouillé. L'odeur de moisi et de décomposition m'a frappé fort. J'ai crié « Police, y a-t-il quelqu'un ici ?» Ma voix résonnait sans réponse. En avançant davantage dans l'entrepôt, j'ai vu quelque chose qui a glacé mon sang, une traînée de sang menant derrière une pile de palettes. Je l'ai suivi, le cœur battant comme un marteau-piqueur. Derrière les palettes, j'ai trouvé le corps d'une jeune femme, à peine respirante, ses vêtements déchirés et du sang partout. Elle m'a regardé avec des yeux terrifiés en murmurant « Il est encore là ». J'ai appelé par radio pour demander des renforts, mais le signal était faible. Je ne pouvais pas communiquer.
La réalisation m'a frappé. J'étais seul. J'ai vérifié son pouls, il était faible. « Tiens bon, dis-je, je vais te sortir de là. » Mais en me retournant, j'ai senti une présence. Quelqu'un nous observait. Je me suis retourné, et là, il était. Une silhouette grande et décharnée, des yeux sauvages, tenant un couteau qui brillait dans le faisceau de la lampe. Il n'a pas dit un mot, m'a juste regardé avec une expression qui m'a glacé les os. J'ai sorti mon arme, en le pointant. « Lâchez le couteau !» ai-je crié. Il ne l'a pas lâché. Au lieu de cela, il s'est lancé vers moi en brandissant le couteau sauvagement. J'ai tiré, mais dans le chaos, mon tir a raté. Il m'a renversé et nous avons lutté. Il était plus fort qu'il n'en avait l'air, maigre et désespéré. Nous avons roulé sur le sol sale, renversant des débris. Ma lampe torche a glissé loin, nous laissant presque dans l'obscurité. Dans la lutte, j'ai réussi à le repousser et me suis levé. Je pouvais l'entendre respirer difficilement dans l'obscurité et le bruit de pas s'éloignant en courant. J'ai attrapé ma lampe et l'ai dirigée autour, réussissant à le voir disparaître dans les ombres. Je suis retourné vers la femme, elle était entre la conscience et l'inconscience. Je savais que je devais la sortir de là, mais je ne pouvais pas le laisser là, sans savoir ce qu'il ferait ensuite. Mais je n'avais pas le choix. Je l'ai soulevé, l'ai emmené à ma voiture de patrouille et ai appelé une ambulance. J'ai finalement réussi à communiquer, ils étaient en route, mais cela prendrait du temps. Je l'ai allongé doucement sur le siège arrière et suis retourné à l'intérieur. Cette fois, j'étais prêt, avec mon arme sortie et le cran de sécurité enlevé. Je me suis déplacé silencieusement, écoutant le moindre son. Puis je l'ai entendu, un léger raclement, comme du métal contre du béton. Je l'ai suivi jusqu'à l'arrière de l'entrepôt où un vieil escalier descendait au sous-sol. L'air était humide et froid en descendant les marches. Ma lampe torche a révélé une série de petites pièces en désordre, des zones de stockage remplies d'outils anciens, de caisses et de déchets. Puis je l'ai vu de nouveau. Il était accroupi sur une table improvisée, de dos à moi, faisant quelque chose que je ne pouvais pas voir. « Ne bouge plus !» ai-je crié, en le pointant avec mon arme. Il s'est tourné lentement, un sourire tordu sur son visage, du sang tachant ses mains. Dans un mouvement rapide, il m'a lancé quelque chose, un morceau de métal tranchant et rouillé. Il m'a effleuré la joue et j'ai tiré, le touchant à l'épaule. Il a crié et est tombé au sol. Je me suis approché avec précaution, en donnant un coup de pied au couteau pour l'éloigner. « Pourquoi ?» ai-je demandé. Mais il a seulement ri, un son qui a résonné contre les murs. Je l'ai menotté, lu ses droits et l'ai emmené à l'étage. Les renforts sont arrivés peu après et l'ont emmené en détention. La femme a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle a survécu, mais de justesse. Son nom était Layla Thompson, une étudiante de l'université locale. Elle avait disparu depuis 2 jours. Ses parents étaient frénétiques et reconnaissants au-delà des mots lorsqu'ils ont su qu'elle était vivante. L'homme, cependant, était une autre histoire. Son nom était Elias Thorne, sans antécédent, sans histoire, juste un vagabond qui était arrivé en ville. En sa possession, ils ont trouvé des objets qui le liaient à d'autres disparitions dans les comtés voisins. C'était un tueur en série, et il était tombé sur son repère. Le procès a été rapide, étant donné les preuves accablantes. Thorne n'a jamais parlé, pas une seule fois, même pas pour se défendre. Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le village de Larkspur a poussé un soupir collectif de soulagement, mais les cicatrices sont restées. Pour moi, ce fut un signal d'alarme. Je n'étais plus seulement un policier de village, j'avais vu l'obscurité qui pouvait exister même dans les endroits les plus tranquilles. Les mois ont passé et la vie à Larkspur est lentement revenue à la normale. Je patrouillais encore les mêmes routes, mais j'étais plus vigilant, plus conscient. Je gardais le contact avec Lila et sa famille. Elle se remettait, bien que le traumatisme ne la quitterait jamais complètement. Un après-midi, pendant que j'étais de repos, je me suis assis sur mon porche avec Gus, buvant une bière. Le soleil se couchait, projetant une lueur chaude sur le village. Je pensais souvent à cette nuit-là, à quel point j'avais été proche de tout perdre. Mais je pensais aussi aux personnes que j'avais sauvées, aux vies qui auraient été perdues si je n'avais pas été là. « Pour toi, Gus, dis-je, en lui donnant une tape sur la tête. On a bien fait, n'est-ce pas ?» Il remua paresseusement la queue, et je ris. Larkspur avait encore son charme tranquille, mais maintenant je savais mieux. Le mal n'a pas besoin d'invitation, il trouve son chemin peu importe où vous êtes, et quand il le fait, vous devez être prêt à l'affronter de front.
Je m'appelle Clyde Lennox et, en 1998, je n'étais qu'un policier dans une petite ville de Arlington, en Virginie occidentale. Arlington est le genre d'endroit où tout le monde se connaît et la plus grande excitation était la foire annuelle ou un match de football du lycée. Mon travail consistait principalement à gérer des disputes mineures, quelques ivrognes désordonnés et des vols occasionnels. J'étais content de cela, je ne cherchais pas les ennuis, mais il s'est avéré que les ennuis avaient une manière de me trouver. Une nuit, je travaillais le quart de nuit avec mon partenaire Marty Griggs. Marty et moi étions amis depuis longtemps. Nous avions passé l'académie ensemble et c'était le genre de personne en qui on pouvait avoir confiance. Nous étions assis dans la voiture de patrouille, buvant du café tiède et écoutant le crépitement de la radio. C'était l'une de ces nuits tranquilles où l'on commence à penser que l'on finira peut-être le quart sans qu'il ne se passe rien. J'avais tort. Vers 11h du soir, nous avons reçu un appel concernant une altercation à la vieille maison Cooper. Cet endroit était abandonné depuis des années, et parfois les jeunes s'y faufilaient pour passer un bon moment, mais cette fois, c'était différent. La standardiste, Brenda, a dit qu'un voisin avait signalé avoir vu des lumières aux fenêtres et entendu des bruits étranges. Marty et moi nous sommes regardés, avons haussé les épaules et décidé d'aller voir. La maison Cooper était un grand bâtiment gothique et lugubre à la périphérie de la ville, entouré de mauvaises herbes envahies et d'arbres hauts et tordus. Elle ressemblait à un décor de film d'horreur, ce qui m'a donné envie de plaisanter sur le fait que nous trouverions peut-être Dracula à l'intérieur. Marty a ri, mais nous savions tous les deux que ce ne serait pas une simple vérification de routine. Nous sommes arrivés à la maison et avons coupé le moteur. L'endroit était sombre et silencieux, à l'exception du bruissement des feuilles dans le vent. Nous sommes sortis, lampes torches en main, et avons marché vers la porte d'entrée qui était entr'ouverte. « Probablement des jeunes encore une fois », murmura Marty. « Finissons-en rapidement. » L'intérieur était aussi sinistre que l'extérieur. La poussière recouvrait tout et l'air était épais et moisi. Nous avons crié en nous identifiant comme policiers, mais il n'y a eu aucune réponse. En nous déplaçant dans la maison, les planches du sol craquaient sous nos bottes. De temps en temps, je percevais un éclat de quelque chose du coin de l'œil, mais quand je me retournais pour regarder, il n'y avait rien. Nous nous sommes séparés pour couvrir plus de terrain. Marty est monté à l'étage pendant que je restais au rez-de-chaussée. En marchant dans les couloirs faiblement éclairés, le faisceau de ma lampe rebondissait sur de vieux portraits et des miroirs ternis. Je me suis retrouvé dans ce qui devait être le bureau, une grande pièce avec une cheminée massive, des étagères couvrant les murs et un énorme bureau en acajou. J'étais sur le point de revenir retrouver Marty quand j'ai entendu un bruit derrière moi. C'était un son doux de frottement, comme si quelqu'un traînait les pieds. Je me suis retourné, lampe dirigée vers la source, et c'est alors que je l'ai vu. C'était un homme grand et maigre, habillé de vêtements en lambeaux et aux yeux sauvages qui brillaient à la lumière. Ses cheveux étaient longs et emmêlés, et il avait un air de désespoir. « Hé, arrête-toi là !» ordonnai-je, mais il ne m'écouta pas. Au lieu de cela, il se jeta sur moi brandissant quelque chose de lourd. J'ai réussi à esquiver juste à temps. L'objet, un pied de biche, passa en sifflant près de ma tête. J'ai appelé Marty par radio, criant pour des renforts, mais le signal était instable dans la vieille maison. J'ai sorti ma matraque, me préparant à me défendre. Le type était fort et rapide, clairement pas effrayé de se battre. Nous nous sommes battus pendant ce qui a semblé être une éternité, mais en réalité probablement seulement quelques minutes. À un moment donné, il a renversé ma lampe de ma main, nous plongeant presque dans l'obscurité. Je pouvais l'entendre respirer lourdement, un mélange de colère et de peur. Soudain, j'ai entendu des pas tonner dans les escaliers. Marty venait à mon aide. L'homme devait l'entendre aussi, car il hésita une fraction de seconde, et c'est tout ce dont j'avais besoin. Je l'ai renversé au sol, lui arrachant le pied de biche des mains. Marty a fait irruption dans la pièce, lampe en main, et ensemble nous avons réussi à maîtriser le type et à le menotter. Nous l'avons traîné jusqu'à la voiture de patrouille, haletant et meurtri, mais soulagé que tout soit terminé. Il n'a pas dit grand-chose, murmurant seulement quelque chose à propos de ne pas le laisser partir. Nous avons pensé qu'il s'agissait simplement d'un vagabond qui avait perdu la tête. De retour à la station, nous l'avons fiché et essayé de lui soutirer des informations. Son nom était Elias Tran, et il affirmait s'être caché dans la maison pendant des mois, mais ne disait pas pourquoi, répétant seulement « Ils ne me laisseront pas partir, ils ne me laisseront pas sortir ». Nous n'avions pas grand-chose pour le retenir,
Alors nous avons décidé de le garder pour la nuit et de voir si nous pouvions obtenir plus d'informations le lendemain matin. Je suis rentré chez moi épuisé et suis tombé dans un sommeil profond, espérant que le lendemain apporterait des réponses. Quand je suis revenu à la station le matin suivant, l'endroit était en chaos. Marty m'a trouvé à la porte, pâle comme un fantôme. « Clyde, Elias a disparu, dit-il. Il a disparu de sa cellule pendant la nuit, sans signe d'évasion. Rien, il a simplement disparu. » Nous avons examiné les caméras de sécurité, mais c'était comme quelque chose sorti d'un mauvais film. Toutes s'étaient éteintes autour de 3 heures du matin, et quand elles se sont rallumées, la cellule était vide. Nous avons fouillé toute la ville, mais Elias Tran avait disparu sans laisser de traces. Les semaines suivantes furent tendues. Les habitants de Arlington étaient effrayés et les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. Certains disaient qu'Elias était un fantôme, d'autres pensaient qu'il avait été emmené par quelque chose dans la maison. Marty et moi avons continué à travailler, essayant de rassembler les pièces de ce qui s'était passé, mais nous étions toujours un pas en arrière. Puis, environ 1 mois plus tard, un randonneur a trouvé un corps dans les bois à la périphérie de la ville. C'était Elias Tran, il était mort depuis des semaines, son corps à moitié enterré parmi les broussailles. Le médecin légiste a dit qu'il semblait avoir été attaqué par un type d'animal, mais il n'y avait pas de prédateur dans la région capable de causer ce genre de dommages. Cela n'avait aucun sens. En poursuivant nos investigations, nous avons découvert quelque chose d'encore plus troublant. Il y avait eu une série de disparitions dans la région au fil des ans, toutes centrées autour de la maison Cooper. Les personnes disparues n'avaient jamais été retrouvées, ou si elles l'étaient, elles étaient comme Elias, mutilées et méconnaissables. Une nuit, Marty et moi avons décidé de retourner à la maison. Nous avions besoin de comprendre ce qui se passait. Cette fois, nous étions armés, au cas où. L'endroit était aussi lugubre qu'avant, sinon plus. Nous nous sommes déplacés dans la maison, vérifiant chaque pièce, mais elle était vide. Nous étions sur le point de partir quand nous avons entendu un doux murmure provenant du sous-sol. Nous avons échangé des regards et nous nous sommes dirigés vers le bas, les lampes torches coupant l'obscurité. Le sous-sol était froid et humide, l'air épais avec l'odeur de moisi. Les murmures se sont faits plus forts, plus insistants. Dans le coin le plus éloigné, nous avons trouvé une porte cachée, partiellement dissimulée par une vieille étagère pourrie. Derrière elle se trouvait une petite pièce remplie de symboles étranges peints sur les murs. Au centre de la pièce, il y avait un autel improvisé et dessus, un livre en cuir usé. Marty l'a ramassé et a commencé à feuilleter les pages. Il était rempli d'écrits rituels et étranges, comme quelque chose sorti d'un roman d'horreur. En lisant, son visage devint pâle. « Clyde, c'est un genre de culte. Ces gens pratiquaient des rituels ici, des sacrifices. » Nous avons regardé autour de la pièce, essayant de comprendre. Les symboles, le livre, les disparitions, tout commençait à s'emboîter. Elias Tran n'était pas seulement un vagabond, il était impliqué dans quelque chose de sombre et dangereux, et cela lui avait coûté la vie. En sortant de la maison, je ne pouvais m'empêcher de penser que nous n'avions fait qu'effleurer la surface. Arlington avait ses secrets, et nous avions trébuché sur l'un des plus sombres. Nous avons rapporté nos découvertes, mais sans preuves solides, nous ne pouvions pas faire grand-chose. La maison est restée comme une sentinelle silencieuse du passé, et la ville a continué, bien que légèrement moins innocente qu'auparavant. Marty et moi n'avons jamais beaucoup parlé de cette nuit après cela. Nous avons continué à travailler, faisant de notre mieux pour garder Arlington en sécurité, mais de temps en temps, je voyais la maison Cooper au loin et me demandais ce qui était arrivé aux personnes disparues et aux forces sombres qui les avaient réclamées. Les années ont passé et la vie a continué. J'ai pris ma retraite de la force et déménagé dans un endroit plus tranquille, mais les souvenirs de Arlington sont restés avec moi. Parfois, tard dans la nuit, je pensais à Elias Tran et aux secrets qu'il a emportés dans la tombe. Le monde est un endroit étrange, rempli de mystères que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement, mais tant que nous continuons à chercher la vérité, il y a de l'espoir. Et ici, je te raconte cette histoire non pas pour te faire peur, mais pour te rappeler qu'il y a des choses là-dehors, cachées dans les ombres, que nous ne comprendrons peut-être jamais tout à fait. C'est notre travail de les éclairer, de chercher la vérité, peu importe à quel point cela peut être inquiétant, car au final, c'est tout ce que nous pouvons faire, continuer à chercher, continuer à enquêter et ne jamais abandonner. Je m'appelle Gérald D'Amato, et ceci m'est arrivé en 2011.
J'étais policier dans une petite ville de Randlett, en Oklahoma. J'ai toujours été un type décontracté, je ne prenais pas les choses trop au sérieux et j'aimais bien plaisanter. Je n'aurais jamais pensé qu'un événement puisse vraiment me secouer, jusqu'à ce que cela se produise. Je me suis installé à Randlett après mon divorce, j'avais besoin d'un nouveau départ, et Randlett, avec ses rues poussiéreuses et ses habitants amicaux, semblait être l'endroit idéal. Le genre d'endroit où tout le monde se connaît et où la criminalité se limite principalement à quelques bagarres dans un bar ou une amende pour excès de vitesse. Je n'aurais jamais imaginé ce qui allait se passer cet été-là. C'était un jour typique de chaleur, de ceux qui te donnent l'impression de fondre dans ton uniforme. J'étais assis dans ma voiture de patrouille, buvant un granité et observant le lent passage du trafic. J'étais sur le point de m'assoupir lorsque la radio s'est activée. Appel à l'unité 4. Nous avons un 1054, possible 1055 sur la route du comté 27. Tu es le plus proche, Gérald. J'ai soupiré, j'ai posé mon granité et j'ai pris la radio. Unité 4 en route, ai-je répondu, allumant la sirène et m'élançant sur la route. Un possible cadavre, ce n'était pas le genre de choses qu'on entendait souvent à Randlett. Mon esprit s'emballait pendant que je conduisais, qui cela pouvait-il être? Un accident ou quelque chose de pire? J'ai chassé ces pensées, me concentrant sur la route devant moi. Quand je suis arrivé, j'ai vu un vieux camion Chevy sur le côté de la route, à moitié caché par les hautes herbes. J'ai garé ma voiture et me suis approché avec prudence. La porte du conducteur était ouverte et un homme était affalé sur le volant. « Hé, ça va ?» ai-je crié, bien que je connaissais déjà la réponse. Pas de réponse. J'ai appelé une ambulance puis j'ai ouvert la porte avec précaution. Le visage de l'homme était pâle, ses yeux fixaient le vide. Il y avait du sang, mais pas beaucoup. J'ai vérifié son pouls, mais il n'y avait rien. Les ambulanciers sont arrivés peu de temps après et ont confirmé ce que je savais déjà. L'homme était mort. Son portefeuille l'identifiait comme Randy Callahan, un agriculteur local. Je connaissais Randy. C'était un bon type, solitaire, qui ne causait jamais de problème. Pendant qu'ils chargèrent le corps de Randy dans l'ambulance, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'arrière de sa tête avait une petite blessure perforante, comme s'il avait été poignardé avec quelque chose de pointu. Je l'ai signalé aux ambulanciers, qui ont acquiescé gravement. « Il semble que nous pourrions avoir un meurtre entre les mains », a dit l'un d'eux. J'ai senti un frisson me parcourir. Un meurtre à Randlett, cela semblait impossible, mais c'était là, devant moi. De retour à la station, j'ai rédigé mon rapport et commencé à enquêter sur le passé de Randy. Il vivait seul, sans famille à mentionner, juste lui et son chien, un grand berger allemand nommé Max. J'ai décidé d'aller à la ferme de Randy le lendemain pour voir si je pouvais trouver des indices. La ferme était à quelques kilomètres de la ville, une vaste parcelle de terre avec une vieille maison au milieu. Max m'a accueilli à la porte, aboyant et remuant la queue. Je lui ai gratté les oreilles et suis entré dans la maison. À l'intérieur, tout semblait normal, pas de signe de lutte, pas de sang, juste les affaires de Randy comme s'il était parti précipitamment et n'était jamais revenu. J'ai fouillé la maison puis la grange, mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Au moment de partir, j'ai remarqué quelque chose qui brillait dans l'herbe près de la grange. Je me suis approché et l'ai ramassé. C'était un petit couteau en argent, du genre qu'on trouve sur un porte-clés. Il semblait neuf, à peine utilisé. Étrange, Randy n'était pas du genre à porter quelque chose comme ça. J'ai mis le couteau dans un sac et suis retourné à la station. Peut-être que le laboratoire pourrait en extraire des empreintes et nous donner une piste. Les jours suivants ont été un tourbillon d'interviews et de cul-de-sac. Personne n'avait rien vu de suspect et personne ne savait pourquoi quelqu'un voudrait faire du mal à Randy. Je commençais à me frustrer, ayant l'impression de poursuivre des ombres. Puis, une semaine plus tard, nous avons reçu un autre appel, cette fois concernant une personne disparue. Clara Higgins, une enseignante locale, ne s'était pas présentée au travail et ses amis étaient inquiets. Je me suis dirigé vers sa maison pour enquêter. Clara vivait seule, comme Randy. Sa maison était bien rangée, rien n'était déplacé. Sa voiture était dans l'allée, mais aucune trace d'elle. J'ai vérifié les portes et les fenêtres, toutes verrouillées de l'intérieur, c'était comme si elle avait simplement disparu. J'ai appelé une équipe de recherche et nous avons ratissé la zone autour de la maison de Clara, mais nous n'avons rien trouvé. C'était comme si elle avait été arrachée de la surface de la terre. Les jours se sont transformés en semaines et le village a commencé à devenir inquiet. 2 personnes disparues sans laisser de traces, c'était comme une histoire de cauchemar. Je pouvais sentir la tension monter, tout le monde regardait par-dessus son épaule, se demandant qui serait le prochain. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, cela s'est arrêté. Plus de disparitions, plus de corps. C'était comme si le village était retourné à sa routine tranquille d'autrefois.
Mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelque chose était toujours là dehors, attendant. Un mois plus tard, j'ai reçu un appel du laboratoire. Ils avaient trouvé des empreintes sur le couteau, elles correspondaient à un homme nommé Lester Green, un vagabond avec un long casier judiciaire, principalement des petits vols et des agressions, rien d'important, mais c'était la première vraie piste que nous avions. J'ai émis une alerte pour localiser Lester, et quelques jours plus tard, ils l'ont attrapé dans une ville voisine, essayant de vendre des biens volés. Je suis allé là-bas pour l'interroger. Lester était un type maigre, avec un sourire en coin et des yeux fuyants. Il semblait problématique, mais pas comme un meurtrier. Pourtant, je devais savoir. « Lester, nous avons trouvé tes empreintes sur un couteau sur une scène de crime. Peux-tu expliquer cela ?» lui ai-je demandé. Il haussa les épaules, l'air ennuyé. « Peut-être que je l'ai laissé tomber, je perds des choses tout le temps. » Je me suis penché, essayant de lire son visage. « Ce n'est pas une blague, Lester. 2 personnes sont mortes et nous pensons que tu sais quelque chose à ce sujet. » Ses yeux vacillèrent un instant. « Je ne sais rien de gens morts, dit-il, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Nous avons gardé Lester en détention pendant que nous essayions de monter un dossier, mais sans plus de preuves, nous ne pouvions pas faire grand-chose. C'était frustrant, avoir l'impression d'être si proche mais de manquer encore quelque chose. Une nuit, j'étais assis à mon bureau en repassant les dossiers de l'affaire quand le téléphone a sonné. C'était l'amie de Clara, Sarah. « Gérald, je pense que tu dois voir ça, » dit-elle, sa voix tremblante. J'ai conduit jusqu'à la maison de Sarah, l'esprit en ébullition. Elle m'a accueilli à la porte en tenant une petite boîte. À l'intérieur, il y avait des lettres, toutes adressées à Clara. Elles venaient de Randy. « J'ai trouvé ça dans la chambre de Clara, » dit Sarah. Je ne savais pas qu'ils se voyaient. Les lettres étaient pleines de notes douces sur la vie à la ferme et de plans pour l'avenir, mais une lettre ressortait. Elle était différente, plus sombre. Randy parlait de quelqu'un qui le suivait, qui l'observait. Cela semblait paranoïaque, effrayant. J'ai ramené les lettres à la station et les ai lues encore et encore. Il y avait quelque chose là, quelque chose que je manquais. Puis, j'ai compris, le couteau. Ce n'était pas le style de Randy, mais quelque chose que Clara pourrait porter. Elle avait dû rendre visite à Randy le jour où il est mort, peut-être qu'elle a vu quelque chose ou quelqu'un. Je suis retourné à la maison de Clara, cherchant tout ce que j'aurais pu manquer. Sur son bureau, j'ai trouvé un petit journal. En feuilletant les pages, j'ai vu qu'elle avait écrit sur Randy, sur leur rencontre secrète, et à la dernière page, une note sur un homme qu'elle avait vu près de la ferme de Randy, un homme avec une cicatrice sur la joue. J'ai ressenti une vague d'excitation, c'était la piste dont nous avions besoin. Je suis retourné à la station et j'ai sorti le dossier de Lester. Il était là, une photo de police avec une cicatrice sur la joue. J'ai ramené Lester, cette fois avec les preuves devant lui, le couteau, les lettres, le journal. Sa bravade s'est évanouie, remplacée par une peur froide et dure. « Je ne voulais blesser personne, » dit-il, sa voix tremblante. « Je voulais juste lui faire peur, tu sais. Qu'il quitte la ville, mais il s'est battu et j'ai eu peur. »« Et Clara ?» ai-je demandé, ma voix tendue. « Elle m'a vu, » murmura-t-il. « Elle a tout vu. Je ne pouvais pas la laisser partir. » L'aveu m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. 2 vies éteintes pour une rancune insignifiante. Cela n'avait aucun sens, mais le meurtre n'en a rarement. Nous avons accusé Lester des meurtres de Randy Callahan et Clara Higgins. Le procès a été rapide, les preuves écrasantes. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Randlett a lentement retrouvé son état de somnolence tranquille. Les cicatrices laissées par ces jours sombres ont commencé à guérir, mais le souvenir de ce qui s'était passé est resté avec nous tous. Je pense encore à Randy et Clara, aux vies qu'ils auraient dû avoir. Mais au final, justice a été rendue, et c'est tout ce que nous pouvions demander. En ce qui me concerne, je suis resté à Randlett, toujours à la poursuite des bagarres occasionnelles dans un bar et des amendes pour excès de vitesse. Mais de temps en temps, je me retrouve à conduire sur la route du comté 27, me rappelant ce jour chaud d'été et les ombres qu'il a laissées derrière lui. Je m'appelle Zachary Tellis et je suis le shérif de Green Hollow, un village tranquille caché dans les bois de Pennsylvanie. C'est le genre d'endroit où tout le monde connaît ton nom et où il ne se passe pas grand-chose.
Je me suis installé ici il y a environ 10 ans après un divorce compliqué. Le rythme me convenait et j'appréciais le sens de la communauté. Cependant, les choses ont une manière de te surprendre. Tout a commencé quand j'ai reçu un appel de Hazel, la vieille veuve qui vivait en périphérie du village. Hazel était le genre de personne qui n'appelait jamais à moins que ce soit urgent. Alors quand son nom est apparu sur mon téléphone, j'ai su que quelque chose se passait. Elle m'a dit qu'elle avait entendu des bruits étranges dans la forêt derrière sa maison, comme si quelqu'un rôdait en pleine nuit. En tant que shérif diligent, je lui ai dit que je passerais voir. J'ai pris ma lampe de poche et je suis sorti. La nuit était fraîche et tranquille, le genre de calme qui te fait sentir que tout va bien dans le monde. La maison de Hazel se trouvait au bout d'un long chemin de terre sinueux, entouré d'arbres qui semblaient chuchoter des secrets dans l'obscurité. J'ai garé ma voiture de patrouille et je me suis dirigé vers sa porte. Hazel m'a accueilli avec une tasse de café et une expression inquiète. « Je ne suis pas du genre à raconter des histoires, shérif, mais je sais ce que j'ai entendu, » dit-elle, regardant vers l'obscurité au-delà de son porche. C'était comme si quelqu'un était là, juste à observer. Je l'ai assuré que j'allais vérifier et j'ai commencé à marcher autour de la propriété. La forêt était dense, avec une végétation épaisse qui rendait facile de se perdre si on ne faisait pas attention. En m'enfonçant plus profondément dans la forêt, j'ai senti le craquement habituel des feuilles sous mes bottes et le claquement occasionnel d'une branche. Le faisceau de ma lampe de poche perçait l'obscurité, mais tout ce que j'ai trouvé, ce sont les animaux nocturnes habituels et un vieux sentier de cerf. Je pensais que c'était juste son imagination, ou peut-être un cerf ou un raton laveur qui s'était trop approché de la maison. Le lendemain matin, Hazel a appelé à nouveau. Cette fois, elle m'a dit qu'elle avait trouvé quelque chose près de son jardin, un tas d'os d'animaux disposés en cercle. Cela a attiré mon attention. Voir des os d'animaux disposés en un cercle parfait n'était pas quelque chose de courant à Green Hollow. J'ai conduit jusqu'à sa maison à nouveau et, effectivement, ils étaient là. Des os d'animaux petits, principalement des lapins et des écureuils, tous disposés en un cercle parfait. « Qu'en pensez-vous, shérif ?» a demandé Hazel, sa voix tremblante. Je n'avais pas de réponse. C'était bizarre, bien sûr, mais pas nécessairement criminel. Peut-être des gamins faisant une blague, bien que cela ne me semblait pas juste. J'ai dit à Hazel que je resterais attentif et que je lui suggérais de rester à l'intérieur après la tombée de la nuit pendant un certain temps. Les jours suivants ont été tranquilles. J'ai fait mes rondes, parlé avec les gens du village et gardé l'oreille attentive. Ce n'est qu'une semaine plus tard que les choses ont pris un tournant. J'étais à la station en train de terminer des papiers quand j'ai reçu un appel de Victor Parr, l'un des fermiers locaux. Il a dit que sa fille Lena avait disparu. Je connaissais Lena. C'était une fille charmante de 16 ans avec un rire qui pouvait illuminer une pièce. Elle était sortie nourrir les chevaux ce matin-là et n'était jamais revenue. Victor et sa femme étaient désespérés d'inquiétude. J'ai réuni un groupe de recherche et nous avons fouillé les champs et les bois autour de sa ferme. Nous n'avons rien trouvé, pas une seule trace. Les jours se sont transformés en semaines et la disparition de Lena a jeté une ombre noire sur Green Hollow. Les gens ont commencé à fermer leurs portes la nuit, chuchotant des histoires de vieux esprits et de malédictions qui hantaient les bois. Je ne croyais à rien de tout ça, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelque chose n'allait pas du tout. C'était environ un mois plus tard que nous avons trouvé le deuxième ensemble d'os. Cette fois, c'était de l'autre côté du village, près du vieux moulin abandonné. Les os étaient disposés dans le même cercle, et cette fois il y avait quelque chose de plus. Une figure grossièrement taillée, faite de branches et de cordes placée juste au centre. Elle ressemblait à une personne avec des membres tordus à des angles anormaux. J'ai emmené la figure à la station et je l'ai étudiée. Elle me donnait un mauvais pressentiment, comme si elle portait une énergie sombre. Je ne croyais pas aux superstitions, mais je ne pouvais pas nier le frisson qui me parcourait l'échine en la regardant. J'ai décidé de demander de l'aide à la police d'État. Ils ont envoyé une détective nommée Marlene Finch, une femme perspicace qui ne croyait pas non plus aux histoires de fantômes. Marlene et moi avons examiné les preuves, mais il n'y avait pas grand-chose à exploiter. Pas d'empreinte digitale, pas d'ADN, rien qui indique qui pourrait être derrière tout ça. Nous avons décidé de garder l'enquête secrète pour ne pas provoquer plus de peur dans le village, mais la peur avait déjà pris racine. Les gens étaient tendus et chaque craquement dans la nuit les faisait sursauter de leur lit. Une nuit, alors que je fermais la station, j'ai reçu un autre appel de Hazel. Elle était paniquée, disant que quelqu'un était dehors,
près de sa maison. J'ai sauté dans ma patrouille et me suis précipité. Quand je suis arrivé, Hazel se tenait sur son porche, lampe de poche à la main, pointant vers la forêt. « Je l'ai vu, shérif, » dit-elle, sa voix tremblante. Un homme, grand et mince, avec de longs cheveux. Il était là, juste à observer. J'ai attrapé ma lampe de poche et mon arme et je me suis enfoncé dans la forêt. La description de Hazel ne correspondait à personne que je connaissais dans le village. La végétation était épaisse et la lumière de la lune pénétrait à peine le couvert forestier. Je me déplaçais lentement, écoutant tout bruit qui pourrait trahir la position de l'intrus. Puis je l'ai vu, une silhouette grande, comme Hazel l'avait décrite, à une vingtaine de mètres devant. Dès que ma lampe de poche l'a éclairé, il s'est retourné et a couru. Je l'ai poursuivi, me frayant un chemin à travers la végétation, essayant de le garder en vue. Il était rapide, se déplaçait avec une agilité qui m'a surpris. Je l'ai perdu après quelques minutes, mais pas avant d'apercevoir un éclat de son visage, pâle et émacié, avec des yeux qui semblaient brûler dans l'obscurité. Je suis retourné à la maison de Hazel et je l'ai assuré que je continuerais de patrouiller la zone. Marlene et moi avons décidé de monter une surveillance, espérant attraper l'étranger s'il revenait. Nous avons passé plusieurs nuits dans la forêt, mais il n'est jamais apparu. C'était comme s'il s'était évaporé dans l'air. La tension à Green Hollow était palpable. Les gens avaient peur et je me sentais impuissant. Puis, une nuit, tout a pris une tournure dramatique. J'ai été réveillé par un appel de la station. Un incendie s'était déclaré à la ferme des Parrs. Je me suis précipité, sirène hurlante, mais quand je suis arrivé, la grange était en flammes. Victor et sa femme étaient dehors, essayant désespérément de maîtriser le feu, mais il était trop tard. Le feu a consumé la grange et tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Nous n'avons jamais su ce qui a causé l'incendie, mais j'avais l'impression que c'était lié à tout le reste. Les os, les figures, l'étranger dans la forêt. Tout semblait être des pièces d'un puzzle que je ne pouvais pas assembler. Le lendemain, Marlene et moi avons décidé de faire une recherche exhaustive dans les bois autour de la maison de Hazel. Nous avons passé des heures à fouiller la végétation, à chercher tout signe de l'étranger ou des indices sur ce qui se passait. C'est alors que nous avons trouvé la cabane. Elle était vieille et décrépite, cachée profondément dans la forêt, là où personne ne tomberait dessus par accident. La porte était entrebâillée et une odeur d'humidité s'est répandue alors que nous nous approchions. À l'intérieur, nous avons trouvé une scène sortie d'un cauchemar. Les murs étaient couverts de symboles étranges, peints avec ceux qui semblaient être du sang. Des os d'animaux et plus de ces figures grossières étaient éparpillés partout. Et au centre de la pièce, il y avait un autel avec des bougies et une grande figure tordue, faite de branches et de cordes. Marlene et moi avons échangé un regard. C'était bien plus que ce à quoi nous nous attendions. Nous avons appelé des renforts et avons commencé à fouiller la cabane avec précaution. Dans un petit compartiment caché sous le sol, nous avons trouvé un journal. Il était rempli de divagations sur des rituels et des sacrifices, et des références à un esprit ancien qui exigeait des offrandes. Cela ressemblait au délire d'un fou, mais c'était la piste la plus proche que nous avions. Nous avons ramené le journal à la station et avons commencé à assembler l'histoire. Il semblait que la personne derrière tout ça croyait qu'elle apaisait une entité sombre, et les os et les figures faisaient partie de ces rituels. Nous avons gardé la cabane sous surveillance, espérant que l'étranger reviendrait, mais les jours se sont transformés en semaines, et il n'y avait aucun signe de lui. Puis, juste au moment où nous commencions à penser qu'il était parti, une autre personne a disparu. Cette fois, une jeune femme nommée Karen, qui travaillait au restaurant local. Elle était sortie se promener après son service et n'était jamais revenue. Le village était en état de panique. 2 personnes disparues, des rituels étranges, un incendie, c'était trop. Nous avons doublé nos patrouilles et averti tout le monde de rester à l'intérieur après la tombée de la nuit. Marlene et moi passions toutes les heures possibles à essayer de trouver une connexion, mais il semblait que nous étions toujours un pas en arrière. Une nuit, j'ai reçu un appel de Victor. Il a dit qu'il avait vu quelque chose bouger dans la forêt près de sa ferme, quelque chose qui ressemblait à la figure que Hazel avait décrite. J'ai attrapé ma lampe de poche et mon arme, et j'ai conduit aussi vite que j'ai pu. Quand je suis arrivé, Victor m'attendait, pâle et tremblant. « Je l'ai vu, shérif, il est là dehors », dit-il, pointant vers les arbres. J'ai hoché la tête et je me suis enfoncé dans la forêt, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Je me suis déplacé lentement, écoutant tout bruit qui pourrait trahir la présence de l'étranger.
La forêt était inquiétante, chaque craquement d'une branche me faisait sursauter. Puis je l'ai vu à nouveau, la silhouette grande et émaciée se tenant parmi les arbres, m'observant. J'ai levé ma lampe de poche et mon arme. « Arrêtez-vous, police !» ai-je crié. La silhouette s'est retournée et a couru et je l'ai poursuivi, me frayant un chemin à travers la végétation. J'étais déterminé à ne pas le perdre cette fois. Il m'a conduit plus profondément dans la forêt, jusqu'à une clairière où une grande pierre se trouvait au centre. En m'approchant, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Léna et Karen attachées à la pierre, inconscientes mais vivantes. L'étranger se tenait au-dessus d'elle, tenant un couteau. Ses yeux se sont fixés dans les miens, et pendant un moment nous nous sommes juste regardés, puis il s'est jeté sur moi, le couteau brillant à la lumière de la lune. J'ai tiré avec mon arme, le touchant à l'épaule. Il a vacillé en arrière, mais n'est pas tombé. Au lieu de cela, il s'est jeté sur moi à nouveau, et nous avons lutté, le couteau tranchant l'air. J'ai réussi à lui arracher le couteau et l'ai jeté de côté. Il était fort, plus fort que je ne l'avais imaginé, mais l'adrénaline et la peur m'ont donné l'avantage. Je l'ai frappé fort, le renversant au sol. J'ai attrapé ma radio et appelé des renforts, gardant mon arme pointée sur lui. Quand Marlene et les autres sont arrivés, nous avons détaché Léna et Karen et avons emmené l'étranger en détention. Il était silencieux, ses yeux brûlaient d'une lueur sauvage et déséquilibrée. Nous l'avons ramené à la station et j'ai finalement eu un moment pour respirer. Léna et Karen ont été emmenées à l'hôpital et je me suis assis avec Marlene pour essayer de tout comprendre. L'étranger a refusé de parler et nous n'avons jamais obtenu une réponse claire sur pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Le journal et la cabane pointaient vers une croyance délirante en un esprit ancien, mais tout était si tordu et sombre. Nous l'avons accusé d'enlèvement, d'incendie criminel et de tentative de meurtre. Le village a lentement commencé à retrouver sa normalité, mais les cicatrices sont restées. Hazel a déménagé chez sa fille en ville, incapable de rester dans la maison après tout ce qui s'était passé. Victor et sa femme ont reconstruit leur grange, mais ne se sont jamais vraiment remis du traumatisme de la perte de Léna, même pour un temps. Quant à moi, j'ai continué avec mes devoirs de shérif, mais avec un œil attentif sur la forêt. Green Hollow ne serait plus jamais le même, mais nous avons survécu. Nous nous sommes unis et avons affronté l'obscurité de face. Au final, c'est tout ce que tu peux faire. Continuer, un pas à la fois, et espérer que la lumière soit suffisamment forte pour tenir les ombres à distance. Je regarde en arrière ces jours avec un mélange de soulagement et de tristesse. Nous avons arrêté un fou, sauvé des vies et rendu une apparence de paix à notre village. Mais le souvenir de ces nuits sombres, la peur dans les yeux de Hazel et la rage ardente dans le regard de l'étranger, cela reste avec moi. Il me rappelle que même dans les endroits les plus tranquilles, l'obscurité peut rôder, et c'est à nous de la tenir à distance. Je m'appelle Walter Kendler et cela m'est arrivé en 1995. J'étais policier dans une petite ville de Reston, Idaho, un endroit si petit que tout le monde se connaissait. J'avais vécu là toute ma vie et je pensais que j'y mourrais aussi, probablement dans mon propre lit. Je me suis trompé sur ce dernier point. Je me suis joint à la force parce que, honnêtement, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. La plus grande excitation que nous avions était la bagarre occasionnelle dans un bar ou quelques gamins qui peignaient à la bombe le château d'eau. Nous n'avions même pas de magasin de donuts, ce qui, laisse-moi te dire, est une disgrâce pour un policier. J'aimais la routine et la sensation d'être utile, d'aider mes voisins. Une nuit, pendant un service tardif, j'ai reçu un appel du central concernant une personne disparue. Madame Clara Rollins avait signalé que son mari George n'était pas rentré à la maison. George n'était pas du genre à disparaître. Il dirigeait la quincaillerie et était aussi stable qu'on peut l'être. J'ai conduit jusqu'à chez eux, une maison avec une clôture blanche et des rosiers devant. Clara pleurait quand je suis arrivé, tenant un torchon et faisant les 100 pas dans la salle. « Walter, quelque chose ne va pas. George ne resterait jamais dehors sans appeler », a-t-elle dit d'une voix tremblante. J'ai essayé de la calmer. « Peut-être que son camion est en panne, Clara. Je vais faire un tour en ville pour voir si je le trouve, ne t'inquiète pas. » Je suis retourné à ma patrouille et j'ai commencé à faire le tour. Reston n'est pas grand, donc ça n'a pas pris longtemps pour vérifier les endroits habituels. Son magasin, le café et même la vieille scierie abandonnée où les gamins aimaient jouer, mais il n'y avait aucun signe de George.
C'est alors que j'ai décidé d'aller à Old Mill Road, une route sinueuse étroite qui traverse la forêt. Peu de gens l'utilisent depuis la construction de la nouvelle autoroute. En conduisant, le faisceau de mes phares a capté quelque chose sur le côté. Le camion de George, garé négligemment sur l'accotement. Je me suis arrêté et suis sorti, lampe de poche en main. L'air était frais et les seuls sons étaient ceux des grillons et le lointain ululement d'un hibou. « George !» ai-je appelé, ma voix résonnant trop fort dans le calme. Pas de réponse. Je me suis approché du camion et ai éclairé avec ma lampe de poche. Il était vide, mais la porte du conducteur était ouverte et le chapeau de George était au sol. Je l'ai ramassé et j'ai regardé autour de moi. C'est alors que j'ai remarqué une légère trace qui s'enfonçait dans la forêt. Ce n'était pas grand-chose, juste une perturbation dans la végétation, mais c'était suffisant. J'ai informé par radio ma position et que j'allais enquêter. « Fais attention, Walter », a dit le central, mais je n'y ai pas trop prêté attention. Nous parlions de George Rollins, pas d'un fugitif dangereux. J'ai suivi la piste, poussant à travers la végétation et essayant de ne pas trébucher sur les racines. Après environ 10 minutes de marche, j'ai vu une lumière devant. Je me suis approché et les arbres se sont ouverts sur une petite clairière. Il y avait un feu de camp et à côté de lui se trouvait George, attaché à un arbre, bâillonné et plus terrifié que je n'avais jamais vu quelqu'un. Avant que je puisse réagir, quelque chose de dur m'a frappé à l'arrière de la tête. Je suis tombé au sol, ma lampe de poche roulant dans l'obscurité. La douleur a explosé dans mon crâne et j'ai lutté pour rester conscient. Une voix basse et menaçante a percé la brume dans mon cerveau. « Tu n'aurais pas dû venir ici, flic. » Je me suis retourné et j'ai vu un homme debout au-dessus de moi. Il était grand, avec des cheveux emmêlés et un regard fou. Ses vêtements étaient sales et il tenait un couteau à la main. Pas n'importe quel couteau, un couteau de chasse assez grand pour éventrer un cerf. J'ai essayé d'atteindre mon arme, mais il m'a donné un coup de pied dans les côtes et j'ai halté pour reprendre mon souffle. « Tu penses pouvoir m'arrêter ?» a-t-il dit en riant. « Tu n'es qu'un flic de petite ville, tu ne sais même pas avec quoi tu as affaire. » Ma tête tournait, mais je me suis forcé à me concentrer. Je devais sortir de là vivant et, plus important encore, je devais sortir George de là. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je balbutié, essayant de gagner du temps. Il m'a regardé avec mépris. « Les gens ne viennent pas ici par accident. George ici l'a découvert à ses dépens. Il pensait pouvoir fouiner et découvrir ce que je faisais. » J'ai regardé George, qui luttait contre ses liens. Quoi que ce type faisait, ce n'était pas bon. Je devais agir rapidement. « Tu n'as pas besoin de faire ça, » ai-je dit, en essayant de paraître calme. « Laisse George partir et on peut parler de ça. » Il a ri à nouveau, un son rauque et grinçant. « Nous sommes bien au-delà de parler, je ne fais que commencer. » Sur CE, il s'est lancé vers moi, couteau en l'air. J'ai roulé sur le côté, la douleur traversant mes côtes, et j'ai attrapé une branche tombée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Je l'ai frappé au bras, lui faisant lâcher le couteau. Il a juré et est venu vers moi à nouveau, les poings volants. Nous nous sommes battus au sol, chacun essayant de prendre l'avantage. Il était fort, mais je me battais pour ma vie. J'ai réussi à le renverser et je l'ai frappé fort au visage. Sa tête est partie en arrière et pendant un moment, il est resté étourdi. J'ai profité de ce moment pour me lever et attraper le couteau. Il est venu vers moi à nouveau, mais cette fois j'étais prêt. Je l'ai coupé au bras, le sang a jailli et il a hurlé de douleur. Je n'ai pas attendu qu'il se remette. J'ai couru vers George, coupant les cordes qui le maintenaient attaché. « Cours !» ai-je crié, poussant George vers le sentier. Nous avons trébuché à travers la forêt, les sons de notre poursuivant juste derrière nous. Mon cœur battait à tout rompre, l'adrénaline parcourant mon corps. Nous devions atteindre la route. Si nous pouvions atteindre la route, nous serions en sécurité. Nous sommes sortis de la forêt et j'ai vu les lumières de ma patrouille devant. J'ai cherché mes clés, les mains tremblantes, et j'ai réussi à déverrouiller les portes. Nous avons sauté à l'intérieur et j'ai démarré le moteur, les pneus crissant, alors que nous partions en trombe. « Ça va ?» ai-je demandé à George en le regardant du coin de l'œil. Il était pâle et tremblant, mais il a hoché la tête. « Merci Walter, je pensais que j'étais perdu. » Nous avons conduit directement à la station et j'ai appelé des renforts. Nous devions attraper ce type avant qu'il ne blesse quelqu'un d'autre. En quelques minutes, l'endroit était plein de policiers et un groupe de recherche s'est organisé. Quelques heures plus tard, ils l'ont trouvé. Il était mort, allongé dans la même clairière où j'avais trouvé George, avec son propre couteau dans la poitrine et une expression de surprise figée sur son visage. L'enquête a révélé que c'était un vagabond, quelqu'un qui vivait hors radar,
traquant les personnes imprudentes qui s'approchaient trop près. George était tombé sur son campement pendant qu'il se promenait et le type l'avait pris en otage, probablement avec l'intention de le tuer. La vie à Reston est revenue à la normale après ça, mais cela a laissé une marque sur nous tous. Clara n'a plus jamais laissé George hors de sa vue, et moi j'ai une cicatrice sur mes côtes où il m'avait donné un coup de pied. C'était un rappel que même dans une petite ville, le danger peut se cacher au coin de la rue. Pour moi, c'était un appel à la vigilance. J'ai pris mon travail plus au sérieux, j'ai gardé les yeux ouverts et je me suis assuré d'être toujours prêt. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais c'était celle que j'avais et j'étais déterminé à en tirer le meilleur parti. Parfois, je pensais à cette nuit et je me demandais ce qui se serait passé si je n'avais pas trouvé George à temps, mais je ne m'attardais pas là-dessus. J'avais un travail à faire et des gens comptèrent sur moi, c'était suffisant. Les mois ont passé et la vie à Reston a continué son cours. Les jours étaient remplis de petites tâches, d'interactions quotidiennes avec les habitants et d'une tranquillité retrouvée. Mais cette nuit-là restait gravée dans ma mémoire, un rappel constant que le mal pouvait surgir n'importe où, même dans un endroit aussi paisible que notre petite ville. Un jour, environ 1 an après l'incident, Clara est venue me voir à la station. « Walter, je voulais te remercier encore une fois pour ce que tu as fait pour George. Nous n'aurions pas pu passer à travers cette épreuve sans toi. » Ses yeux brillaient de gratitude. Je voulais aussi te dire que George et moi avons décidé de partir en voyage. Nous avons besoin de changer d'air, de tourner la page sur ce qui s'est passé ici. Je comprenais parfaitement leur décision. Parfois, il fallait s'éloigner pour guérir. Je vous souhaite le meilleur, Clara. Prenez soin de vous. Elle m'a serré la main et est partie, me laissant avec une sensation de vide, mais aussi de satisfaction. J'avais fait mon devoir et aidé une famille à surmonter une épreuve difficile. Les années ont passé et j'ai continué à servir la communauté de Reston avec diligence. J'ai vu des générations de familles grandir, des enfants devenir adultes et des nouveaux arrivants s'installer dans notre petite ville. Mais je n'ai jamais oublié cette nuit de 1995. Elle m'a appris à être toujours vigilant, à ne jamais baisser ma garde, peu importe à quel point un endroit peut sembler paisible. Un jour, alors que j'étais en patrouille, je suis tombé sur un groupe de jeunes en train de peindre le château d'eau. Je les ai arrêtés et leur ai donné un bon sermon sur le respect des propriétés publiques. Alors qu'ils baissèrent la tête, je ne pouvais m'empêcher de sourire intérieurement. C'était le genre de problème que je préférais traiter, quelque chose de simple et de bénin, loin des horreurs que j'avais vécues. Finalement, j'ai pris ma retraite et me suis installé dans une petite maison à l'extérieur de la ville, avec mon vieux sabouez Auguste à mes côtés. La tranquillité de la campagne m'a apporté une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je passais mes journées à pêcher, à lire et à profiter de la compagnie de mes voisins. Mais chaque soir, en regardant le soleil se coucher, je pensais à George et Clara, à la petite ville de Reston et à tous ceux que j'avais aidés au fil des ans. J'avais fait de mon mieux pour protéger ma communauté, et même si cela avait été difficile par moments, je n'aurais pas changé une seule chose. Le monde est rempli de mystères et de dangers, mais il est aussi rempli de courage et de bonté. Et tant qu'il y aura des gens prêts à se lever et à faire face à ces dangers, il y aura toujours de l'espoir. C'est ce que je me disais chaque jour, et c'est ce qui me permettait de continuer à avancer. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous rappellera l'importance de rester vigilant et de ne jamais sous-estimer le pouvoir de la communauté et du courage face à l'adversité. Je m'appelle David Beltron, et cela m'est arrivé à l'été de 1998. J'étais policier dans une petite ville appelée Woodsville, un endroit tranquille où il ne se passe jamais grand-chose. Ça me plaisait. J'étais dans la force depuis environ 10 ans, m'occupant principalement d'infractions routières, de disputes domestiques et des bagarres occasionnelles de buveurs au bar de Hank. Des choses assez normales, n'est-ce pas? Je vivais seul, célibataire par choix, appréciant ma liberté et les excursions occasionnelles de pêche le week-end avec mon ami Tom. Tom est un personnage, toujours à raconter des blagues, surtout quand les choses deviennent tendues. Nous avons fréquenté le lycée ensemble, puis il est parti en ville et je suis resté. Il venait tous les 2 mois rendre visite à sa famille et pour se mettre à jour avec moi. Nous nous souvenions toujours des vieux temps et de nos blagues au lycée. Un après-midi, j'ai reçu un appel du central.
Ils avaient signalé une personne disparue, une jeune femme nommée Laura Myers. Elle rendait visite à sa tante, qui vivait en périphérie de la ville, près de la vieille carrière. Je connaissais bien l'endroit, une zone négligée et sinistre que les jeunes aiment visiter pour se défier. Laura devait rentrer chez elle depuis 2 jours, mais aucune trace d'elle. Sa voiture a été trouvée abandonnée près de la carrière, avec les clés encore sur le contact. J'ai récupéré Tom en route vers la carrière. Il était toujours prêt pour une aventure, et j'ai pensé que sa présence allégerait l'ambiance. Nous avons plaisanté en disant que nous trouverions probablement Laura en train d'embrasser un garçon du coin derrière les rochers de la vieille carrière. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. Appelle cela l'intuition d'un policier. Nous sommes arrivés à la carrière juste au moment où le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le terrain rocheux. J'ai garé la voiture de patrouille et nous sommes sortis, le grincement du gravier sous nos bottes résonnant dans le silence. Tom faisait déjà des blagues sur la situation. Peut-être qu'elle s'est perdue dans le temps et s'est retrouvée dans les années 80, a-t-il ri. Mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. L'endroit était effrayant, sans aucun doute. Des équipements abandonnés étaient éparpillés, rouillés et oubliés. La carrière elle-même était un puits profond rempli d'eau trouble qui brillait sous la lumière décroissante. Nous avons commencé notre recherche en appelant le nom de Laura, nos voix résonnant sur les parois rocheuses. Après environ 1 heure de recherche, nous n'avons rien trouvé. Tom a suggéré que nous nous séparions pour couvrir plus de terrain. Je me suis dirigé vers un vieux hangar en ruine à l'extrémité opposée de la carrière, tandis que Tom se dirigeait vers le bord de l'eau. Le hangar semblait ne pas avoir été touché depuis des années, mais en m'approchant, j'ai remarqué que la porte était légèrement entr'ouverte. « Laura !» ai-je appelé, en poussant la porte. Les gonds ont grincé et l'odeur m'a frappé, un mélange de moisi, de rouille et de quelque chose d'autre, quelque chose de pourri. Je suis entré, le faisceau de ma lampe de poche coupant l'obscurité. L'endroit était en désordre, des débris éparpillés partout, mais aucune trace de Laura. J'étais sur le point de faire demi-tour quand j'ai entendu un bruit, un faible murmure venant de derrière une pile de caisses. Mon cœur battait fort tandis que je m'approchais, la lampe de poche tremblant dans ma main. J'ai déplacé les caisses de côté et là, elle était, Laura, ligotée et bâillonnée, les yeux remplis de peur. « Mon Dieu, Laura !» m'exclamai-je en la détachant rapidement. Elle tremblait, trop effrayée pour parler. Je l'ai aidée à se lever et nous sommes sortis du hangar. « Tom, je l'ai trouvé !» ai-je crié, ma voix se brisant. Tom est venu en courant, le visage soulagé en voyant Laura. « Merci, mon Dieu !» murmura-t-il. « Que s'est-il passé ?» Laura était trop effrayée pour expliquer, alors nous avons décidé de la ramener d'abord en ville. Alors que nous nous dirigions vers la voiture de patrouille, je ne pouvais me débarrasser de la sensation que quelqu'un nous observait. Je regardais par-dessus mon épaule, mais je ne voyais rien. De retour à la station, Laura a finalement commencé à parler. Elle nous a dit qu'elle explorait la carrière quand quelqu'un l'a attrapée par derrière. Elle n'a pas vu qui c'était, mais l'a décrit comme fort, avec une voix rauque. Il l'avait traînée jusqu'au hangar et l'avait ligotée, mais elle n'avait aucune idée de la raison. Nous avons lancé une enquête, mais il n'y avait aucune piste, ni empreinte, ni témoin, rien. C'était comme si le type s'était évaporé dans les airs. La seule piste que nous avions était la description de Laura. Fort, voix rauque, pas grand-chose à suivre. Quelques jours plus tard, une autre personne a disparu, un jeune homme nommé Jack qui travaillait à la station-service locale. Sa voiture a été trouvée près de la carrière, tout comme celle de Laura. Cette fois, il n'y avait aucune trace de lui. La ville était en panique. Les gens ont commencé à verrouiller leurs portes la nuit. Les enfants restaient à l'intérieur et les rumeurs se propageaient comme un feu de forêt. Tom et moi passions chaque heure éveillés à chercher Jack. Nous avons fouillé la carrière, interrogé tout le monde en ville, mais nous avions toujours un pas de retard. Puis, une nuit, Tom a reçu un appel. Sa sœur Lisa avait disparu. Elle était sortie courir et n'était jamais revenue. Je n'avais jamais vu Tom aussi effrayé. Nous nous sommes dirigés directement vers la carrière, c'était le seul endroit qui avait du sens. Nous sommes arrivés et avons trouvé la voiture de Lisa garée au même endroit que les autres. Mon sang s'est glacé en nous approchant du véhicule. La porte était ouverte et il y avait des signes de lutte. Le sol était perturbé et il y avait des signes de combat. « Lisa !» a crié Tom, sa voix résonnant dans la nuit. Nous nous sommes séparés à nouveau, je me suis dirigé vers le hangar et Tom vers l'eau.
L'endroit était mortellement silencieux, le genre de silence qui fait bourdonner tes oreilles. En m'approchant du hangar, j'ai entendu quelque chose, un rire bas et menaçant. Mon cœur a fait un bond. J'ai sorti mon arme, ma main tremblante. « Qui est là ?» ai-je appelé, ma voix à peine un murmure. La porte du hangar s'est ouverte lentement et un homme est sorti. Il était grand, musclé, avec un visage qui semblait avoir vu trop de combats. Ses yeux étaient froids, morts. Il n'a pas dit un mot, il m'a juste regardé avec un sourire tordu. « Où est Lisa ?» ai-je exigé, en pointant mon arme vers lui. Il n'a pas bronché. « Elle est avec les autres », a-t-il finalement dit, sa voix un grognement rauque. « Tu arrives trop tard. » J'ai ressenti une vague de colère et de peur. « Que veux-tu dire? Où sont-ils » ai-je crié. Il a simplement ri et a commencé à marcher vers moi. J'ai tiré un coup de semonce en l'air, mais il ne s'est pas arrêté. « Reste en arrière » ai-je crié, mais il a continué d'avancer. Soudain, Tom est apparu derrière lui, le renversant au sol. Ils ont lutté, mais Tom n'était pas de taille pour lui. L'homme l'a jeté comme si de rien n'était. J'ai saisi l'opportunité et j'ai tiré, le touchant à la jambe. Il est tombé, mais il souriait toujours. « Tu crois que ça va m'arrêter ?» se moqua-t-il. « Tu n'as aucune idée de ce qui arrive. » Je me suis précipité vers Tom, l'aidant à se relever. « Nous devons trouver Lisa » ai-je dit, la voix tremblante. Il a hoché la tête, les yeux remplis de détermination. Nous avons attaché l'homme et l'avons laissé dans le hangar, pensant que nous nous en occuperions plus tard. Trouver Lisa était maintenant la seule chose qui comptait. Nous avons fouillé la carrière, appelant son nom, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Puis nous l'avons entendu, un faible cri d'aide venant de l'eau. Nous avons couru vers le bord de la carrière, regardant dans les profondeurs troubles. Là, accrochée à un morceau de bois flottant, était Lisa. Elle était à peine consciente, son visage pâle et meurtri. « Lisa !» a crié Tom, descendant les rochers pour l'atteindre. Je l'ai suivie, mon cœur battant fort. Nous l'avons sortie de l'eau, son corps froid et faible. Elle était vivante, mais à peine. « David, nous devons l'emmener à l'hôpital, » a dit Tom, la voix brisée. J'ai hoché la tête et nous l'avons ramenée à la voiture de patrouille. En conduisant, je regardais constamment dans le rétroviseur, m'attendant à voir l'homme nous poursuivre. Nous sommes arrivés à l'hôpital et Lisa a été emmenée en chirurgie. Tom était un désastre, faisant les 100 pas dans la salle d'attente avec des larmes aux yeux. J'ai essayé de rester fort pour lui, mais à l'intérieur, j'étais tout aussi terrifié. Des heures ont passé, mais finalement le médecin est sorti. « Elle va s'en sortir », a-t-il dit, et j'ai ressenti une vague de soulagement. Tom s'est effondré sur une chaise, pleurant de soulagement. Les jours suivants ont été flous. L'homme que nous avions laissé dans le hangar était parti quand nous sommes revenus, ne laissant qu'une flaque de sang où je l'avais touché. Nous avons fouillé la zone, mais il n'y avait aucune trace de lui. Lisa s'est lentement remise, mais elle n'a jamais été la même. La ville a tenté de revenir à la normale, mais la peur persistait. Les gens continuaient de disparaître et nous n'avons jamais découvert ce qui leur était arrivé. La carrière est devenue un lieu de peur, un rappel des horreurs qui y avaient été déchaînées. Tom et moi sommes restés amis, mais nous portons tous les deux les cicatrices de cet été. Nous n'en parlions jamais vraiment, c'était trop douloureux, trop brut. Mais parfois, tard dans la nuit, je pensais à cet homme, me demandant où il se trouvait et s'il était toujours là, attendant. La vie a continué, mais Woodsville a changé pour toujours. La carrière a été clôturée, considérée comme trop dangereuse, et la ville a lentement commencé à guérir. Mais pour ceux d'entre nous qui étaient là, qui l'ont vécu, les souvenirs ne s'estomperont jamais. Nous avions affronté quelque chose de sombre, de maléfique, et bien que nous ayons survécu, nous n'étions plus jamais les mêmes. Des années plus tard, je me suis retiré de la force, mais les événements de cet été me hantaient encore. J'ai quitté Woodsville, cherchant un nouveau départ, mais peu importait où j'allais, les souvenirs me suivaient. J'ai trouvé du réconfort dans les petites choses. Un bon livre, une promenade dans le parc, un appel de Tom. Un jour, Tom m'a appelé avec des nouvelles. Ils avaient trouvé un autre corps près de la carrière. Un homme qui correspondait à la description de celui qui nous avait terrorisés. Il était mort de ses blessures, succombant finalement à la blessure que je lui avais infligée. Il y avait un sentiment de clôture en sachant qu'il n'était plus une menace, mais cela ne ramenait pas les disparus, ni ne guérissait les blessures qu'il avait causées. Nous nous sommes retrouvés une dernière fois au bar de Hank, levant un verre aux vies perdues et aux amis restés ensemble. « Pour Lisa », a dit Tom, la voix ferme, « pour ceux que nous avons perdus et ceux que nous avons sauvés. »
Nous avons heurté nos verres, le son résonnant dans le bar vide. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose, une façon de se souvenir, une façon de continuer. Alors que nous étions assis là, à nous souvenir du passé, j'ai réalisé que peu importe à quel point les choses avaient été sombres, il y avait toujours une lumière dans l'amitié, dans l'espoir, dans la résilience de l'esprit humain. Et ainsi, nous avons continué, vivant nos vies, marquées à jamais par les événements de cet été, mais déterminés à trouver de la joie et de la paix dans les jours à venir. Parce qu'au final, c'est tout ce que l'un d'entre nous peut faire, continuer, vivre et continuer à se battre pour un meilleur avenir. Je m'appelle Roland Kepler, et cela m'est arrivé en 2003, une année que je pensais être comme les autres. Je suis policier dans une petite ville tranquille appelée North Hill, dans le Maine. Ma vie n'est pas particulièrement excitante, ce qui me convient. Je passe mes journées à gérer des disputes mineures, à patrouiller les mêmes itinéraires et à boire du café au restaurant où tout le monde connaît mon nom. J'ai une femme, Maggie, et 2 enfants, Sam et Lily, qui sont le centre de mon monde. Nous menons une vie simple, et cela me convient très bien. North Hill n'est pas le genre d'endroit où l'on s'attend à beaucoup d'excitation. C'est une petite ville modeste où les gens s'occupent de leurs affaires et laissent leurs portes ouvertes la nuit. Alors, quand les choses ont commencé à mal tourner, il a fallu un certain temps pour que quelqu'un le remarque. Tout a commencé par un signalement de personnes disparues. Rien de trop inhabituel. Il arrive que des gens se perdent. L'appel venait de Madame Lowry, qui vivait seule à la périphérie de la ville. Elle a signalé que son fils Nathan, qui travaillait dans la construction, n'était pas rentré à la maison depuis 2 jours. Nathan était connu pour faire la fête de temps en temps, mais il finissait toujours par réapparaître, avec la gueule de bois et embarrassé. « Roland, peux-tu chercher Nat pour moi ?» La voix de Madame Lowry était tremblante au téléphone. « Bien sûr, Madame Lowry. Je passerai par ces endroits habituels pour voir si je peux le trouver, » ai-je dit, en prenant mes clés et en sortant. J'ai conduit jusqu'aux endroits habituels, le bar, son lieu de travail et même le motel en ruine où il séjournait parfois. Aucune trace de Nathan. Esseuse collègues de travail ne l'avaient pas vu non plus, ce qui était étrange. Ils ont mentionné qu'il avait agi de manière étrange récemment, paranoïaque, affirmant même que quelqu'un le suivait. C'était probablement juste l'alcool, pensais-je, mais j'ai noté de continuer à enquêter. Les jours se sont transformés en une semaine et il n'y avait toujours aucune trace de Nathan. Madame Lowry était de plus en plus frénétique, et franchement, moi aussi. North Hill n'est pas un endroit où les gens disparaissent simplement. Une nuit, j'ai reçu un appel de Mike, mon ami, et l'autre policier de la ville. « Roland, tu dois voir ça », a-t-il dit d'une voix basse et sérieuse. « Retrouve-moi à l'ancienne ferme Larson. » L'endroit de Larson était une ferme abandonnée à la périphérie de la ville, une relique d'une époque révolue qui avait sombré dans l'abandon. C'était le genre d'endroit où les enfants se défiaient d'aller à Halloween. J'ai conduit jusqu'à là, les phares coupant l'obscurité, et j'ai retrouvé Mike à l'extérieur. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en sortant de la voiture. « Tu dois le voir par toi-même » a-t-il dit en me conduisant à l'intérieur. L'odeur m'a frappé en premier, moisie avec une touche de quelque chose d'autre, quelque chose de métallique. Mike a pointé sa lampe torche vers le sol, et c'est alors que je l'ai vu. Une tache sombre, grande et sinistre, imprégnant le bois. Du sang, beaucoup de sang. « Jésus, Mike » murmurai-je. « Qui diable ?» ?»« Je n'en ai aucune idée, » répondit-il, « mais c'est frais. Ça ne peut pas avoir plus d'1 jour. » Nous avons fouillé l'endroit de fond en comble, mais il n'y avait rien d'autre. Pas de corps, pas d'indice, juste cette énorme flaque de sang. J'ai appelé des renforts du comté et bientôt l'endroit était rempli de légistes, mais ils n'ont pas trouvé grand-chose non plus. C'était comme si quelqu'un avait fait de grands efforts pour nettoyer, mais avait oublié le sang. Au fil des jours, de plus en plus de personnes ont commencé à disparaître. D'abord, ce fut Layla, la serveuse du restaurant, puis le vieux Thompson, qui vivait seul. Chaque séas était étrangement similaire, sans signe de lutte, sans témoin, simplement disparu. La ville était en tension et Maggie était effrayée. J'ai essayé de la rassurer, mais la vérité est que j'étais également effrayé. Une nuit, alors que j'étais en patrouille, j'ai reçu un appel de Maggie. « Roland, il y a quelqu'un dehors », chuchota-t-elle, sa voix tremblante. « Je peux voir une ombre se déplacer près de la grange. Reste à l'intérieur, verrouille les portes, j'arrive dans 5 minutes. »
dis-je, mon cœur battant fort alors que je fonçais vers la maison. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Maggie et les enfants blottis dans le salon, pâles et tremblants. J'ai pris ma lampe torche et me suis dirigé vers la grange avec mon arme dégainée. La lune était haute, projetant de longues et sinistres ombres alors que je m'approchais de la grange. J'ai entendu un bruit de feuilles se déplaçant suivi d'un faible murmure. J'ai ouvert la porte d'un coup, éclairant l'obscurité avec ma lampe torche. « Qui est là ?» ai-je appelé, ma voix ferme malgré la peur qui me rongeait de l'intérieur. Pendant un moment, il n'y eut rien, puis une silhouette sortit à la lumière. C'était un homme, débraillé et sale, avec des yeux sauvages qui semblaient me transpercer. Il était maigre, presque squelettique, et ses vêtements étaient déchirés et ensanglantés. « Nathan ?» ai-je demandé, le reconnaissant à peine. « Aide-moi » murmura-t-il d'une voix rauque. « Il vient. »« Qui vient ?» ai-je demandé, en m'approchant, mais avant qu'il puisse répondre, il s'effondra au sol, inconscient. J'ai appelé une ambulance et nous avons emmené Nathan à l'hôpital. Il était en mauvais état, mais vivant. Quand il a finalement repris connaissance, il a raconté une histoire qui m'a glacé le sang. Nathan affirmait qu'il avait été kidnappé par un homme qui se faisait appeler le collectionneur. Cet homme, disait-il, kidnappait des gens et les gardait dans un bunker souterrain quelque part dans la forêt. Il les gardait là, les nourrissant juste assez pour survivre, jusqu'à ce qu'il décide qu'il était temps de les collectionner. Nathan avait réussi à s'échapper, mais à peine. J'ai signalé tout cela au shérif du comté et une recherche a été organisée. Nous avons fouillé la forêt pendant des jours, mais nous n'avons rien trouvé. Les disparitions ont continué et la peur dans la ville a grandi. C'était comme vivre un cauchemar, sachant que quelqu'un là dehors nous observait, attendant. Un après-midi, j'étais chez moi, essayant de me détendre avec Maggie et les enfants quand l'électricité s'est coupée. L'obscurité soudaine était inquiétante et j'ai attrapé ma lampe torche. Le téléphone a sonné et j'ai répondu, le cœur battant. « Roland, c'est Mike, tu dois venir à la station maintenant », dit-il avec urgence dans la voix. J'ai pris mes clés et dit à Maggie de rester à la maison, puis j'ai conduit à la station aussi vite que possible. Quand je suis arrivé, Mike était là avec une expression sur son visage que je n'avais jamais vue auparavant, de la peur. « Nous l'avons », dit-il. « Nous avons le collectionneur. »« Où ?» ai-je demandé, presque sans y croire. « À la vieille carrière. Tu ne vas pas croire ça, Roland. Nous avons conduit jusqu'à la carrière, un endroit abandonné et envahi par les mauvaises herbes. Là, dans une clairière cachée, nous avons trouvé un bunker improvisé, exactement comme Nathan l'avait décrit. À l'intérieur, nous avons trouvé les personnes disparues de la ville, certaines vivantes, d'autres non. La scène était horrifique et il m'a fallu tout ce que j'avais pour rester serein. Le collectionneur lui-même était là aussi, un homme d'âge moyen avec un calme inquiétant. Il n'a pas résisté à l'arrestation, il n'a pas dit un mot, il a juste souri, un sourire froid et vide pendant que nous l'emmenions. Les conséquences furent un tourbillon d'activités, opérations de sauvetage, frénésie médiatique et questions interminables. La ville luttait pour assimiler ce qui s'était passé. Les familles pleuraient et une apparence de normalité commença à revenir, mais ce fut un long chemin. Nathan et les autres survivants avaient besoin de temps pour guérir, tant physiquement que mentalement. Le collectionneur, dont le vrai nom était Malcolm Grant, fut jugé et condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. L'horreur qu'il avait infligée à notre ville ne serait jamais oubliée, mais nous étions consolés de savoir qu'il ne pourrait plus jamais blesser personne. Quant à moi, je suis retourné à ma routine, mais les choses étaient différentes. J'étais différent. Les nuits tranquilles de North Hill avaient maintenant une inquiétude sous-jacente. J'ai trouvé du réconfort dans ma famille, dans les joies simples de la vie quotidienne, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que nous avions effleuré quelque chose de vraiment maléfique. Maggie me demandait souvent comment je me sentais, et je souriais en disant que tout allait bien, mais au fond, je savais que les événements de cette année avaient laissé une marque en chacun de nous. North Hill restait notre foyer, mais avait changé, et nous aussi. La vie continua comme toujours, la ville se remit lentement et de nouvelles familles emménagèrent, ignorant les horreurs qui avaient autrefois tourmenté cet endroit. Je continuais à faire mon travail, à protéger les personnes qui comptaient pour moi, sachant que bien que le mal ait atteint notre ville, nous l'avions affronté et survécu. Et cela, me disais-je, était suffisant. Mais de temps en temps, quand la nuit était particulièrement calme et que les ombres semblaient un peu trop longues, je me retrouvais à penser à Malcolm Grant et à l'obscurité qu'il avait apportée dans nos vies.